Que se passe-t-il dans le paysage des écoles de commerce? France Business School, la fusion de 4 établissements s'est soldée par un échec et le rapprochement des écoles de Bordeaux et de Marseille aura traversé une zone de forte turbulence avec le départ de son directeur Bernard Beltante. Alors pour comprendre ce que ces événements traduisent de la situation, je reçois Pierre Tapie, fondateur de Paxter. Bonjour Pierre Tapie. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui consultant, mais vous avez été directeur général du groupe ESSEC de 2001 à 2013 ainsi que président de la conférence des grandes écoles de 2009 à 2013. Alors sur le sujet que je viens d'évoquer en introduction, comment expliquez-vous les difficultés que rencontrent ces écoles qui fusionnent et pourquoi ces difficultés interviennent maintenant alors qu'on a connu dans le passé des exemples de fusions réussies? Je pense à Schema par exemple ou encore l'ESSEM. Je pense que la question historique n'est pas le bon paramètre pour expliquer les difficultés. Je pense qu'il n'y a pas deux fusions pareilles. Il y a des fusions d'un établissement A et d'un établissement B et que chaque fois le cas est extrêmement spécifique. En fait, si vous réfléchissez aux fusions, la plus ancienne est celle de l'ESCP avec l'EAP. Vous étiez sans doute tout jeune à l'époque parce qu'il y a bien une vingtaine d'années, mais cette fusion a été une fusion réussie et ça me permet de cataloguer les fusions en 3 catégories. Vous avez un premier type de fusion qui sont ce que j'appellerais des fusions symétriques. Autrement dit, des établissements plutôt semblables dans leur positionnement marché vont fusionner en particulier pour gagner un effet d'échelle. Et puis vous avez des fusions qui sont des fusions asymétriques, comme celle de l'ESCP-EAP ou d'autres qu'on pourrait citer. Ou un établissement en englobe un autre. Un établissement particulier à très haute température et très haute spécificité est un peu absorbé par un établissement plus vaste pour venir donner à ce plus vaste des éléments de spécificité, d'originalité. C'est typiquement l'apport dans une M&A classique d'une entreprise, l'apport d'une entreprise hautement innovante à quelqu'un qui était un peu plus endormi, mais dont le point à haute température vient enrichir fortement le concept humain. Et puis vous avez un troisième type de fusion que j'appellerais la fusion hybridante, où là ce sont 2 patrimoines génétiques nettement différents qui se rapprochent, et ça va être typiquement une école d'ingénieurs avec une école de commerce, ou une école d'ingénieurs avec une école d'architecture, etc. Ces 3 types de fusion ne sont pas à regarder de la même manière. Alors maintenant, si on regarde au prisme de ce que je viens de dire, les 2 cas que vous évoquez, je pense que France Business School était typiquement une fusion symétrique, bien évidemment, mais que le projet a échoué plutôt parce que son leadership avait trop forcé dans la dynamique de différence et de provocation par rapport à l'endroit d'où venaient ces écoles, pour que, au bout du compte, ce projet original qu'il portait suscite la confiance. Et en fait, une communication, à mon avis, excessive a eu comme élément, comme conséquence, le paradoxe d'être à la fois fortement différenciateur, mais dans la phase initiale, d'abîmer la confiance, ce qui fait que les élèves ne sont pas venus. En ce qui concerne la fusion entre Bordeaux et Marseille, là je serais beaucoup plus modéré que vous, et je ne la qualifierais pas du tout de difficulté ou d'échec. Simplement, Bernard Beltante a eu envie de continuer à servir une maison qu'il adore et qui, sur la carte de la production intellectuelle, disons, a été située autrement, et donc il est allé ailleurs. Mais évidemment, quand un leader s'en va, ça change un petit peu des choses. C'est vrai que les cultures institutionnelles de Bordeaux et de Marseille étaient historiquement un petit peu différentes. En particulier, Marseille avait une maturité universitaire qui était sans doute un petit peu en avance par rapport à Bordeaux, mais je pense que l'arrivée de Thomas Fröhlicher, quelqu'un de très expérimenté et qui sait créer beaucoup de consensus, donne les meilleures chances de réussite à ce point. Est-ce que néanmoins, ces cas tirés de l'actualité plutôt récente pourraient décourager les candidats à de futurs rapprochements? Est-ce qu'on pourrait dire que la mode des fusions pourrait arriver à sa fin? Non, je ne le pense pas, mais je ne le pense pas ni dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire, je crois que ce que disent ces expériences, dont certains sont réussis, vous en avez rappelé, ou certaines sont plus difficiles, c'est simplement qu'il n'y en a pas de pareil. Et qu'il faut revenir aux raisons fondamentales de fusionner, il faut savoir que les 2 institutions sachent bien pourquoi elles ont envie de fusionner, pour quels projets elles ont envie de fusionner, et je pense que le temps de fiançailles est un temps qui doit être extrêmement profond pour être bien sûr qu'à la fin, on a intérêt ou pas à fusionner. Pierre Tapie, je voudrais partager avec vous les conclusions de la dernière étude Xerfi Precepta sur les écoles de commerce. Alors on a d'un côté un tarissement des ressources financières, baisse des dépenses publiques, réforme des CCI, de l'autre une intensification de la course au classement, ce qui implique plus de budget, plus de visibilité, c'est un petit peu le sens des fusions.
Et dans ce contexte, on assiste à une hausse chronique des frais de scolarité. Dans le même temps, on a des formations comme les IAE, nettement moins chères, qui montent, si bien que les experts de Xerfi Precepta concluent à la formation ce qu'ils appellent une bulle d'offres et disent que cette bulle pourrait éclater avec à la clé la disparition des écoles les moins prestigieuses. Que pensez-vous de cette analyse? Alors c'est une question qui est profonde et qui a du sens, mais qu'il est important de remettre autant dans un contexte national que dans un contexte international. Dans un contexte international, les écoles de commerce françaises sont le meilleur bargain que vous pouvez trouver pour être formé au management. Et ça, c'est un point de départ, si vous voulez, qu'il faut bien avoir. Autant si j'étais digne d'une école américaine, avec comme programme principal un MBA en 2 ans, là j'aurais l'inquiétude que vous manifestez, très clairement. Parce que là, le niveau de prix fait aujourd'hui que de plus en plus, les gens sont en train de sortir du marché, surtout qu'aujourd'hui aux États-Unis, le taux de chômage des jeunes ayant un diplôme de bachelor est supérieur au taux de chômage moyen des jeunes. Voilà. Donc là, effectivement, il y a une question, et on considère qu'aux États-Unis, la bulle de l'emprunt des étudiants est la prochaine bulle qui va exploser, puisque les étudiants doivent, au total, 1000 milliards de dollars. Voilà, c'est ça l'ampleur de la dette étudiante. En ce qui concerne les écoles de management françaises, je crois que tous les directeurs d'école se trouvent en permanence dans une espèce de quadrature du cercle, qui est que d'un côté, étant donné que l'État choisit de ne pas du tout doter de subventions publiques ces écoles, ce qui est une grande injustice au regard du service qu'ils rendent. Il faut savoir, on avait fait les calculs, que l'équivalent économique en termes de perpétuité de l'économie réalisée pour l'État par les écoles des chambres de commerce d'une part, les écoles associatives d'autre part, représente à peu près 2 fois en ressources les intérêts économiques que la France a dû payer par le grand emprunt pour emprunter les 22 milliards du grand emprunt. Si je caricature, les écoles de commerce et l'enseignement supérieur associatif ont plus que payé le coût du grand emprunt. Mais malgré ce que vous dénoncez, est-ce que les écoles les moins prestigieuses de fait, on part de quelque chose qui, au niveau national, est une dissymétrie entre des écoles publiques, comme les IAE par exemple, dont un certain nombre d'entre eux sont de qualité, et les écoles consulaires. Cependant, l'état de l'université et malheureusement les contraintes qu'on continue à mettre injustement sur le dos de l'université fait que cet état est parti pour rester encore de nombreuses années. L'état de l'université et l'ambition de la classe moyenne pour ses enfants fait que les gens ont envie que leurs jeunes aient un job. Et quand vous regardez comment ces écoles, y compris les écoles modestes, conduisent à l'emploi, eh bien, force est de constater qu'à partir du moment où les frais de scolarité représentent un ordre de grandeur d'1 an de salaire, mais d'un an de salaire à un niveau de salaire très supérieur... Ils sont toujours prêts à faire l'investissement. Eh c'est un investissement rationnel. C'est surtout que c'est un investissement rationnel. Là où le cercle est vertueux, si vous voulez, c'est que ces écoles qui sont chacune professionnalisantes dans leur cercle, dans leur contexte particulier, ces écoles conduisent à l'emploi et sont professionnalisantes avec un coût de leur professionnalisation qui, somme toute, reste modéré. Pour terminer, Pierre Tapie, vous qui avez été directeur général de l'ESSEC, je voudrais que l'on évoque le cas des 3 écoles parisiennes. Aujourd'hui, elles font face au tarissement des ressources de la part des CCI. Elles dépendent toutes de la même CCI. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 3 écoles dans le même bassin? Est-ce qu'elles vont finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elles vont elles vont rejoindre ce mouvement de fusion auquel on a assisté ces dernières années pour les autres écoles provinciales? Est-ce que vous imagineriez que Harvard Business School fusionne avec Wharton et également avec Stanford, simplement parce que le manque aujourd'hui de ressources aux États-Unis pour les prêts d'étudiants fait qu'elles ont sans doute un intérêt rationnel à fusionner pour faire face à cette difficulté? Sans doute me répondriez-vous non. Et en fait, pour répondre à votre question, toute la question, c'est de quel bassin parlons-nous? Aujourd'hui, c'est justement, c'est là qu'est l'erreur fondamentale. Ces 3 écoles ne sont plus du tout sur un bassin Île-de-France. D'abord parce que nationalement, sur leur produit central, historique, qui est la grande école, évidemment, elles recrutent sur la France entière, quand je parle des étudiants français, mais les étudiants français recrutés sur prépa sont aujourd'hui selon les écoles, entre 70 et 50%, même de la grande école.
si je prends l'ESSEC, qui est celle que je connais le mieux, le flux annuel de ceux qui sortent de la grande école et qui sortent de prépa et qui correspondent donc à l'endroit où il y aurait le phénomène de bassin de recrutement le plus identitaire, correspondent à 20% du total des diplômes aujourd'hui délivrés par l'ESSEC. Je crois que la grande force de ces écoles, c'est que dans les 20 dernières années, elles ont complètement su à la fois diversifier leur gamme de produits, diversifier le territoire géographique sur lequel elles opèrent, et au bout du compte, aujourd'hui, elles sont marquées de manière assez différenciée, c'est-à-dire l'ESSEC est très marqué dans son lien vers l'Asie, le SCP est très marqué dans son lien vers l'Europe, et HEC est plutôt marqué à la fois à l'intérieur de Paris-Saclay et à la fois pour sa production de recherche. Bon. Donc chaque école a acquis une vraie spécificité qui est visible sur la scène mondiale. Alors, est-ce qu'une fusion pourrait avoir un sens? Je vous dirais oui, tout à fait, à une condition. C'est qu'on garde tous les enseignants-chercheurs et qu'on divise le nombre d'étudiants par 3. Parce que chacune des écoles a la masse critique, mais comme le modèle français de financement des écoles en général et des universités est extraordinairement pauvre, ce qui leur manque, c'est l'intensité critique. Qui donc, pensez-vous, en France, qui serait capable de dire, ben, finalement, ces écoles, on n'en garde qu'une et on divise son nombre d'étudiants et de programmes par 3 pour donner un maximum de temps à leurs chercheurs? Personne. Personne, parce que l'opportunité de se former dans ces écoles est un grand service au pays et que le fait d'avoir aussi, pour servir le pays et les industries du pays, et les entreprises du pays, 3 endroits qui sont assez typés et quelque chose, à mon avis, d'intelligent. En revanche, tout à l'heure, je parlais de fusion symétrique, asymétrique ou de fusion hybridante. Je pense que dans la qualité et dans la succession de l'histoire, pour grandir dans le champ de contraintes français, des fusions hybridantes peuvent faire beaucoup plus de sens dans chacun des cas. Mais pas de souci à se faire pour les 3 parisiennes. Je crois que l'endroit où elle est aujourd'hui en termes de qualité les protège pas mal. Eh bien, merci beaucoup Pierre Tapie de ces explications et de ce décryptage sur le paysage des écoles de commerce actuelles. Merci d'être venu sur XAFRI Canada. Merci de m'avoir invité.